Je souhaitais parler tout particulièrement de la transition énergétique, puisque cette loi a été adoptée pendant l'été. Elle a été publiée au journal officiel après avoir fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, évidemment. Mais pour ce qui nous concerne, ça n'a pas eu d'effet, puisque en fait, le Conseil constitutionnel s'est surtout planché sur la question de l'économie circulaire et de la gestion des déchets, notamment avec la grande distribution, pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc en ce qui nous concerne, sur la transition énergétique en tant que telle, l'idée derrière cette loi, c'est tout simplement de changer notre économie, notre type d'économie qui est essentiellement fondée sur des énergies fossiles, non renouvelables, et pour accroître progressivement le recours aux énergies renouvelables, à la récupération d'énergie, qui est une nouvelle notion aujourd'hui en droit, et également toujours avec un focus sur l'accroissement de l'efficacité énergétique, évidemment. Donc cette loi a été publiée le 18 août dernier. Je vous ai mis un certain nombre d'objectifs que je pourrais vous faire passer également sous forme de petits tableaux de synthèse qui est pas mal fait d'une revue que j'ai sous les yeux qui s'appelle Environnement Magazine. Je les ferai passer par le biais de Jean-Pierre qui vous les retournera ensuite. Donc on a un certain nombre de grands objectifs qui sont fixés dans cette loi au titre de l'article 1er de la loi, qui sont notamment le fameux facteur 4 que vous connaissez déjà sans doute, qui a pour objectif de diviser par 4 à l'horizon 2050 les émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, comme ça fait peut-être un peu loin pour certains, l'idée c'est de donner une feuille de route pour atteindre cet objectif long terme en rappelant différents échelons en fait, intermédiaires. Et donc on s'est fixé un objectif à 2030 de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on s'est fixé un second objectif qui est relatif à la réduction de la consommation énergétique finale. Cette fois-ci, on est à moins 50% par rapport à l'échéance 2050. Donc ce qui veut dire qu'il y a au final, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, un accroissement du rythme annuel de cette réduction de la consommation énergétique finale qui est prévue. Ensuite, on a souhaité ancrer dans la loi l'objectif de réduction des énergies fossiles, la consommation d'énergie fossile, moins 30% en l'occurrence par rapport à 2030. Et enfin, on rappelle un objectif que l'on connaissait déjà, qui est l'accroissement de l'approvisionnement en énergie issue de sources renouvelables, 23% à l'échéance 2020. Ça, on le connaissait déjà, c'est directement issu de la directive européenne. Mais on a également donné un nouveau signal fort qui est donc à l'échéance 2030 de 32%. Donc on voit que l'augmentation est constante, que l'effort doit être constant. Et enfin, la fameuse réduction du nucléaire qui est prévue pour 2025, qui a fait pas mal de débats. Donc, passé ces différents objectifs, il y a un certain nombre de principes structurants qui ont été ancrés dans cette loi sur la transition énergétique et la croissance verte. C'est d'abord l'économie d'énergie, chose que l'on connaît déjà depuis un certain temps, mais qui est martelée de nouveau, avec un souci très fort qui est ancré dans les objectifs fixés dans l'article 1 de la loi, qui est de favoriser l'efficacité et la sobriété énergétique, notamment pour les plus démunis, la période actuelle faisant. Et enfin, et c'est le deuxième point qui nous intéresse tout particulièrement dans notre secteur, c'est la diversification des sources d'approvisionnement en énergie et les modes de production d'électricité pour augmenter le recours aux renouvelables, encore une fois. Alors, il est vrai que jusqu'à présent, notamment dans la RT 2012, on a laissé un peu plus de mou aux constructeurs pour éviter d'avoir recours systématiquement aux énergies renouvelables, notamment avec le solaire thermique. Mais néanmoins, dans cette loi, les objectifs ont été renforcés.
Donc, du coup, dans notre secteur de bâtiment, 2 points sont importants. L'efficacité énergétique d'une part, le secteur du bâtiment est prioritaire, et puis les énergies renouvelables d'autre part. Alors, certes, il y a d'autres domaines qui peuvent nous intéresser dans le secteur de la construction et dans le secteur de l'aménagement, que sont le secteur du transport, qui est également une cible importante, et puis aussi un nouveau chapitre de cette loi qui a été inséré dans le Code de l'environnement, qui est cette fameuse notion d'économie circulaire. Et donc, ce ne sont pas des points que j'ai envisagé d'évoquer, mais l'économie circulaire nous intéresse tout particulièrement dans le cadre de la conception d'un bâtiment par rapport à tout ce qui concerne la recyclabilité des produits utilisés et puis leur cycle de vie également. Alors, en revanche, je souhaitais attirer votre attention sur une nouvelle notion que vous avez peut-être déjà entendu parler, mais qui pour moi est très, très importante et qui va, je pense, révolutionner un peu le secteur, ainsi que d'autres, le secteur de l'énergie tout particulièrement. C'est cette fameuse notion de complément de rémunération qu'on retrouve à l'article 104 de la loi sur la transition énergétique. Donc c'est codifié au code de l'énergie et évidemment directement, c'est l'article 314-22 de mémoire, 18 pardon, du code de l'énergie. Bref, ce complément de rémunération va venir se substituer à ce que vous connaissez peut-être déjà, qui est le tarif d'achat réglementé. Lorsqu'on installe une installation renouvelable sur un bâtiment, eh bien, on a le droit à bénéficier d'un tarif d'achat qui est garanti pendant une durée prévue dans un contrat d'achat avec EDF. Tout ça, on l'oublie, exit, puisqu'on considère que l'on arrive à une certaine forme de parité avec le coût de l'énergie conventionnelle. Et donc, tout simplement, l'Union européenne, la Commission européenne a décidé qu'il était interdit de subventionner de manière trop importante les énergies non renouvelables, que l'enjeu premier, c'était la compétitivité, la concurrence au sein de l'Union européenne. Et donc, petit à petit, on va venir substituer cette notion de complément de rémunération au tarif d'achat qui est garanti. Ce qui veut dire que tout producteur d'énergie renouvelable, qu'il soit énergéticien ou autre, un exploitant de bâtiment tout simplement, eh bien, va devoir se familiariser avec cette nouvelle notion et se familiariser aussi avec le fonctionnement du marché de l'énergie, puisqu'on va être face à un système dérégulé. On va devoir vendre l'énergie au coût du marché qui est fluctuant, et simplement l'idée du gouvernement derrière cette notion de complément de rémunération, c'est de rassurer les investisseurs, de sécuriser aussi les banques qui sont à l'origine du financement de ces projets-là, pour donner une certaine forme de stabilité dans le prix. Mais on est donc face à une certaine forme de volatilité et d'insécurité, évidemment, d'un point de vue du tarif de cette énergie. Donc les tarifs d'achat disparaissent, c'est officiel, progressivement à partir de 2016. Alors, Jean-Pierre a annoncé un certain nombre de décrets, de textes d'application au niveau réglementaire. Sachez que tous ces décrets d'application sont dans les starting blocks. On est en train de les débattre actuellement avec les services du ministère, mais ce n'est pas encore tranché. Et la notion de complément de rémunération fait énormément débat, pas tant dans son principe que dans les modalités de calcul, les durées qui pourront être fixées. La loi nous dit que le contrat de complément de rémunération ne pourra pas dépasser, quelle que soit la filière, 20 ans par exemple. Mais on ne sait pas combien elle sera en réalité. Ils nous disent aussi que, alors ça c'est beaucoup plus mathématique, que les formes de calcul peuvent varier par rapport à un pas de temps, par rapport à un certain nombre de facteurs techniques. Donc du coup, personne n'y comprend grand-chose encore pour le moment, pour être honnête. Voilà. Donc tout simplement pour attirer votre attention sur ces éléments-là, sur cette notion, sur la difficulté que peut représenter les conditions de calcul par rapport à un coût de revient, par rapport à un retour sur investissement. Ça va être beaucoup plus complexe, mais néanmoins, les énergies renouvelables sont de plus en plus obligatoires, donc il va falloir s'y faire.
Voilà, alors ça c'est pour illustrer la fameuse parité réseau que j'évoquais tout à l'heure. On peut estimer entre... Donc c'est pour ça que la Commission européenne a décidé tout simplement de retirer progressivement le droit à la France de dispenser des tarifs d'achat garantis. Alors ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. En fonction des différentes filières, on va le faire progressivement, plus ou moins brutalement. Voilà, mais vous êtes surtout intéressé par le solaire ou la géothermie, et puis il y a d'autres domaines, le biogaz, etc., qui peuvent être intéressants. L'éolien, j'imagine un peu moins pour vous. Alors, autre sujet très important en ce qui concerne le secteur du bâtiment, c'est tout le volet urbanisme également qui est touché. Alors, François Hollande l'avait déjà indiqué lors de son élection. Il visait comme objectif de rénover 500 logements par an. Aujourd'hui, on a dit qu'on ferait ça qu'à partir de 2017. 500 000, oui, pardon. Oui. Ça serait plus raisonnable et réaliste, sans doute. Alors bref, tout ça, il va falloir du coup faciliter un certain nombre de choses. On a décidé notamment d'assouplir un certain nombre de règles d'urbanisme pour ce faire. Alors, déjà, au niveau de l'urbanisme, on va faire en sorte qu'un certain nombre de dérogations puissent être obtenues. Alors, notamment en termes de dérogations en termes d'emprise de sol, de hauteur ou d'implantation, ou également faciliter l'isolation des façades en saillie, des surélévations pour cet objectif de performance énergétique, ou alors l'installation de protection solaire, ce genre de choses. Donc des dérogations aux règles d'urbanisme. Mais surtout, le PLU va pouvoir imposer aux nouvelles constructions la production minimale d'énergie renouvelable. D'un autre côté, sur tout ce qui concerne les bâtiments des collectivités locales et des personnes publiques de façon plus générale, il a été accentué le rôle d'exemplarité des pouvoirs publics. Et donc, cette exemplarité doit jouer d'un point de vue énergétique et environnemental. Donc aujourd'hui, à chaque fois que l'administration va construire ou rénover un bâtiment, elle devra viser un bâtiment à énergie positive, le fameux BEPOS, et à haute performance environnementale. Donc ça ne vise pas que l'énergie en tant que telle. Enfin, et je terminerai par là, on facilite aussi tout ce qui concerne donc la fameuse récupération de chaleur, qui est aujourd'hui qui va être valorisée, qui n'était pas jusqu'à présent, en tout cas difficilement. Alors, je vous ai mis à titre de pense-bête ce qu'est un bâtiment à énergie positive pour vous expliquer en termes de conclusion que l'on tend vers aujourd'hui la structuration d'un territoire à énergie positive. On ne vise pas donc un bâtiment de façon isolée, mais plutôt des îlots de bâtiments, voire même des quartiers entiers. Et donc, cette fameuse notion de territoire à énergie positive a été retranscrite et adoptée à l'article 1er de cette loi. On y retrouve une définition législative. Et donc, cette notion devient réelle au sens juridique du terme.